Salut à tous, nouvel épisode et cette fois-ci on quitte les terres de France pour se rendre dans le Pacifique. Ah, le Pacifique, le soleil, les cocotiers, les plages de sable fin, les îles enneigées, les températures glaciales. C'est le Nord. Mais avant ça, on se remet dans le contexte. Depuis septembre 39, l'Europe est entrée dans le chaos de la guerre avec notamment les Allemands qui foutent leur bazar un peu partout. Ils ont mis à terre diverses nations telles que la France, les Pays-Bas ou encore la Pologne et ne comptent pas s'arrêter là. Ils ont à leur côté les Italiens mais aussi petit à petit des royaumes comme la Hongrie ou la Roumanie par exemple. Via leur pacte de non-agression signé en 1939, les Allemands ont également le géant soviétique relativement de leur côté. Mais pour qu'une guerre soit mondiale, il faut que l'ampleur géographique de celle-ci soit mondiale. Et il se trouve qu'à l'autre bout du monde, les Allemands ont un puissant allié en la personne des... Attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis? Les Japonais? Les Japonais, c'est ça. Autant pour moi. Les Japonais donc, une puissante nation militaire qui depuis 1931 poursuit elle aussi une grande expansion territoriale, avec notamment l'annexion progressive de son voisin chinois. On peut donc affirmer que les Allemands ont un allié de poids en Asie. En Asie, allemand, c'est bon, vous l'avez? Ah oui, oui, oh ça c'est beau, ça c'est beau. Le problème, c'est que les petites actions japonaises, notamment en Chine et en Indochine, ne plaisent pas trop aux États-Unis, qui, en bon agent de la paix qu'ils sont, demandent aux Japonais d'arrêter un peu leurs conneries. Mais les impériaux refusent et en retour, les Américains et accessoirement les Pays-Bas imposent un embargo sur les produits pétroliers, dont le Japon est importateur à hauteur de 80%. Ils espèrent ainsi faire plier le géant asiatique et calmer ses ardeurs expansionnistes, la guerre étant impossible à long terme sans cette ressource indispensable. Les Japonais ont donc deux solutions, abandonner les terres chinoises durement acquises ou rapidement s'emparer des ressources manquantes par la force. Vous l'aurez deviné, ils ont choisi la deuxième option. Ils entendent conquérir l'Asie du Sud-Est, riche en ressources, où se trouvent des colonies des Pays-Bas et du Royaume-Uni, alias deux pays en proche relation avec les États-Unis. Conscients que les Américains ne les laisseront pas agir sans broncher, les Japonais comprennent qu'ils doivent les empêcher de répliquer, et ce en neutralisant leur puissance de frappe. C'est pourquoi, parallèlement à leurs escarmouches en Asie du Sud-Est, les Japonais lancent également un gigantesque raid aérien sur Pearl Harbor, une base navale aux airs paradisiaques située sur l'île d'Hawaï et où se trouve le gros de la flotte américaine. Le matin du 7 décembre 1941, les Japonais passent à l'offensive et en quelques minutes infligent de lourds dégâts à la flotte américaine, totalement prise de court. De lourds dégâts, mais insuffisants. En effet, de nombreux bâtiments de guerre sont épargnés, d'autres sont réparés très rapidement, et coup de bol, les porte-avions américains n'étaient pas présents au moment de l'attaque. De plus, les infrastructures majeures telles que les dépôts de carburant n'ont pas été touchées. Les États-Unis ont donc une force de frappe encore très puissante, bien que sur le moment, le rapport de force est clairement à l'avantage des Japonais. 4 jours après les événements et quasi à l'unanimité, le Congrès américain déclare la guerre au Japon. Le conflit bascule, les Américains entrent dans la danse. Jusqu'au printemps 42, les Japonais profitent de leur effet de surprise et continuent leur expansion en s'emparant notamment de Hong Kong, Singapour, l'Indonésie, ainsi que des Philippines et des îles Salomon. La capture de ces dernières forme notamment un cordon censé isoler l'Australie des Américains. Durant ce temps, le moral américain n'est vraiment pas bon jusqu'à ce qu'ait lieu le raid Doolittle du 18 avril 1942. Un raid américain dirigé par le lieutenant-colonel James H. Doolittle, non pas lui, est prévu pour envoyer quelques bombes sur Tokyo, Osaka ou encore Yokohama, dans le but de rappeler aux Japonais qui c'est les patrons. L'idée, c'est d'amener un porte-avions, le USS Hornet, suffisamment proche des côtes japonaises pour y envoyer des bombardiers. L'opération est une franche réussite, les Japonais sont atteints sur leur propre territoire et le moral américain remonte. Ils ont ainsi montré qu'ils ne comptaient absolument pas se rendre et qu'ils pouvaient eux aussi frapper. Suite à ça, le premier véritable affrontement a lieu entre le 4 et le 8 mai dans la mer de Corail, entre les îles Salomon et l'Australie, et se termine sur une légère victoire américaine. Leur victoire le mois suivant, début juin à Midway, est en revanche, elle, beaucoup plus nette. Elle permet de réduire considérablement la puissance aéronavale nippone grâce à de nombreux navires coulés, notamment des porte-avions, et d'ouvrir ainsi la voie au débarquement amphibie à Guadalcanal, premier débarquement d'une très longue série permettant la reconquête, un à un, des territoires pris par les Japonais, ce durant les 3 années à venir. Et c'est justement ce début juin 1942 que démarre l'histoire du jour. Suite au raid Doolittle du 18 avril, les Japonais comprennent qu'ils peuvent être atteints sur leur propre territoire. Ils freinent donc leur progression vers le sud et choisissent d'étendre leur zone de contrôle plutôt à l'est afin de défendre leur flanc.
C'est dans ce contexte, et alors que la bataille de Midway se profile dans les heures suivantes, bien plus au sud, que les Japonais lancent une offensive sur les îles Aléoutiennes début juin. Ils estiment en effet qu'elles représentent un point stratégique pour le contrôle du Pacifique Nord. Le 3 juin, une flotte japonaise, composée notamment de 2 porte-avions, fonce vers l'archipel aléoutien. Les porte-avions entrent en action et envoient des appareils bombarder la base navale de Dutch Harbor dans la ville américaine d'Unalaska. Mais la visibilité est mauvaise et la réplique instantanée des Américains surprend les Japonais, qui manquent la plupart de leurs cibles. Le lendemain, ils retentent leur chance et font cette fois-ci un peu plus de dégâts, notamment sur des dépôts de carburant et des casernes. Mais les batteries anti-aériennes sont efficaces et l'aviation américaine se lance à la poursuite des avions japonais restants. Ils abattent la plupart d'entre eux et quelques bombardiers se paient le luxe d'aller se frotter aux porte-avions japonais repérés plus au large. Mais en vain. Suite à l'attaque, la flotte japonaise se replie plus loin dans les îles Aléoutiennes et il reste quelques semaines au cas où les Américains choisiraient de contre-attaquer, ce qu'ils ne font pas. Ils bombardent de manière intensive les îles alentours, histoire de préparer un peu le terrain, et les troupes japonaises débarquent ensuite sur l'île de Kiska, le 6 juin, puis sur celle d'Attu le lendemain. Ils n'y rencontrent que peu ou pas de résistance, puisque les îles ne sont peuplées que d'autochtones, du moins pour le peu encore présent, car la plupart ont déjà été évacués par le gouvernement américain. Car en effet, la particularité des îles Aléoutiennes, c'est qu'elles appartiennent à part entière à l'État américain. Elles sont en effet rattachées à l'Alaska. Ce qui fait de ces 2 îles les premiers territoires véritablement américains conquis par les Japonais durant cette guerre, et ils resteront d'ailleurs les seuls. Entre-temps, début juillet, la flotte japonaise a quitté la zone afin de se redéployer dans le Pacifique Sud, près de Guadalcanal notamment. Au mois d'août, les Américains installent une base aérienne sur l'île d'Adak, un peu plus à l'est, et entament quelques bombardements sur les positions japonaises. Le problème, c'est que l'archipel aléoutien se situe en mer de Bering et que dans cette zone, les conditions météorologiques sont absolument épouvantables. Quand te reverrai-je, pays merveilleux? Tempêtes, brouillards, températures extrêmes, il est compliqué de planifier des actions d'envergure avec de tels paramètres, d'autant que les îles sont assez isolées du reste du monde, ce qui, niveau logistique, n'est pas un bon point non plus. Dans de telles conditions, le poste avancé japonais n'est donc pas considéré comme une énorme menace. Quelque temps après, en mars 1943, les Américains apprennent l'arrivée d'un convoi de ravitaillement japonais à destination des Aléoutiennes, et censé passer par les îles Komandorski, qui donnera une bataille du même nom. En effet, les Américains décident d'intercepter ce convoi et envoient 6 navires à sa rencontre. Ce que les Américains ne savaient pas en revanche, c'est que le convoi était escorté. 10 navires japonais se présentent ainsi face à eux, mais fait insolite, sur le moment, aucun des 2 camps ne dispose de soutien aérien, ni même de sous-marins. Le combat ne se résume donc qu'à un simple duel d'artillerie, considéré d'ailleurs comme le dernier de l'histoire navale. Quelques légers dégâts sont subis de chaque côté, excepté un croiseur américain plus sévèrement touché. Cependant, les Japonais ne réalisent pas qu'ils ont l'ascendant sur leur adversaire. Pire, ils sont persuadés que l'aviation américaine va intervenir en soutien. Et c'est pourquoi ils décident de battre en retraite, par précaution. C'est la fin des ravitaillements des îles Aléoutiennes par le biais de navires de surface japonais. Désormais, ils se feront par sous-marin, plus discrets, mais à la capacité d'emport évidemment plus réduite. Les Américains, désormais dotés de plus gros effectifs et notamment de 3 escadrilles canadiennes, commencent à planifier une offensive. Ils sont également renforcés par un groupe de combat de 65 hommes appelé les Kastner Crossroads, un ensemble d'indigènes, Aléoutes, Esquimaux, mais aussi des chercheurs d'or, des chasseurs, des trappeurs, bref des hommes robustes, habitués aux conditions locales extrêmes et parfaitement taillés pour des missions d'éclairage. C'est d'ailleurs ce même groupe qui a été chargé de trouver l'endroit propice pour construire la piste d'atterrissage sur l'île d'Adak, ceci dans le but d'avoir une base d'envol assez proche des positions japonaises afin de raccourcir le temps de vol, particulièrement compliqué dans ces conditions neigeuses effroyables. Il y en a marre de ce temps de merde, sire. Estimant d'après des photos aériennes que l'île d'Attu est peu défendue, bien qu'elle a été légèrement renforcée quelques semaines auparavant, les Américains décident de l'attaquer en priorité. Profitant d'une légère accalmie climatique et des bombardements au préalable, ils débarquent le 11 mai 1943 sous couverture aérienne. Ils parient sur une victoire en 3 jours, mais il n'en est rien, les Japonais, eux, ont préféré se retrancher dans les hauteurs de l'île. 15 000 Américains font ainsi face à 2900 Japonais emmenés par le colonel Yamasaki, mais les conditions sont épouvantables. Les températures sont glaciales, la neige est partout et le terrain est accidenté. Qu'est-ce que c'est que ce pays? Mais la progression sur l'île se trouve être plus compliquée que prévu. Les gelures et maladies causées par le froid font des ravages dans les rangs américains, pas suffisamment équipés pour affronter de telles conditions, et ce contrairement aux mises en garde effectuées en amont par les Kastner Crossroads, à l'encontre du commandement US. Après plus de 2 semaines de combat contre l'ennemi et le climat,
les Japonais sont repoussés à l'est de l'île. Le 29 mai, ils ne sont plus qu'environ 1 millier et c'est alors que, fidèles à leur code de conduite qu'est le Bushido, ils achèvent leurs blessés et se lancent dans une charge suicide, une charge banzai, Yamazaki à leur tête. La percée est si violente qu'elle enfonce la défense américaine jusqu'aux lignes arrières. Le corps à corps est intense, mais les Américains finissent par s'imposer. L'île est de nouveau à eux. Sur les 2900 Japonais qui la défendaient, il n'y a que 29 survivants. Côté américain, on dénombre environ 3900 pertes, parmi celles-ci environ 1500 morts, dues notamment au feu ennemi, mais aussi au froid, à la maladie, et également aux tirs fratricides, assez nombreux vu les conditions de visibilité très mauvaises. S'ajoutent à eux 1200 blessés au combat et 1200 blessés par le froid. L'île d'Attu capturée, il s'agit maintenant de récupérer également sa sœur Kiska. Les Alliés organisent une force encore plus conséquente puisqu'il y a désormais près de 35 000 hommes, dont environ 5300 Canadiens. L'île est massivement pilonnée durant 3 semaines, puis les débarquements commencent le 13 août 1943. Les troupes alliées progressent sur l'île, mais surprise, elle est en fait déserte. Les Japonais ont en effet profité du brouillard pour se retirer en douce 2 semaines plus tôt. Cependant, malgré qu'il n'ait pas eu à combattre, les Alliés enregistrent tout de même plus de 300 morts, une nouvelle fois due à des tiramis, aux maladies, aux gelures par le froid, mais aussi aux pièges laissés par les Japonais un peu partout avant de quitter l'île. Au final, les îles Aléoutiennes repassent donc sous le contrôle américain, à qui elles appartenaient de droit au départ. Durant toute la campagne, les Alliés ont perdu près de 1800 soldats, 255 avions et 22 vaisseaux de guerre. Les Japonais, eux, totalisent 4350 tués et 7 vaisseaux de guerre détruits. Bien évidemment, le chiffre paraît disproportionné, mais il faut garder à l'esprit que les Japonais n'avaient comme matériel que celui à leur disposition au tout début de l'offensive. Aucune flotte n'est revenue les aider et ils n'ont pas reçu non plus d'aviation supplémentaire, là où les Américains, eux, recevaient de plus en plus de renforts et lançaient régulièrement des raids aériens, s'exposant au passage aux batteries ennemies présentes sur les îles, d'où leurs pertes plus importantes. En clair, si les Japonais n'ont pas subi de grandes pertes matérielles, c'est parce que justement du matériel, ils en avaient peu. Au final, après que les Américains aient repris le contrôle des îles à l'été 1943, plus aucun incident ne sera à signaler dans le secteur. Ces derniers continuent de s'assurer une présence dans la zone, mais les Japonais, déjà sur le reculoir à ce moment-là du conflit, sont de toute manière désormais sur une stratégie défensive. D'ailleurs, la bataille aura une petite incidence sur la suite du conflit, puisqu'on estime qu'un dixième de l'aviation japonaise encore présente dans le Pacifique Sud sera redéployée dans le Pacifique Nord, afin de protéger le nord-est du Japon d'éventuels raids aériens américains qui arriveraient par ce côté. Certes, ce n'est qu'un dixième, mais quand on connaît comment les Japonais utilisent leur aviation, c'est toujours ça de prix. Par la suite, les Américains continuent leur progression au sud et continueront de se battre île par île jusqu'à leur victoire finale sur le Japon en août 1945. C'est tout pour aujourd'hui, merci à vous d'avoir suivi cet épisode, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode, d'ici là, portez-vous bien.